Mesdames et messieurs, l'ordre du jour un petit peu chargé. Je désigne Madame Bissini, d'abord pour le conseil, je désigne Madame Bissini comme secrétaire de séance et je vous demande si vous avez des questions sur l'approbation du procès verbal de la séance du 6 novembre. Question? Qui est contre? Monsieur fait contre ou qui s'abstient? Contre. Parfait. Merci. Nous allons procéder à l'installation de Madame Josette Bouchon au conseil municipal suite à la démission de Madame Valérie Auger, conseillère municipale. Madame Bouchon nous a fait part de sa démission. Non, finalement, elle ne démissionne pas, puisqu'elle m'a donné un pouvoir. Je ne sais pas, pour moi, elle démissionne. Ah non, vous avez expliqué l'autre jour que la démission ne pouvait pas intervenir tant que la personne n'était pas installée. Elle a fait savoir qu'elle ne voulait plus passer siéger, voilà. Mais on est obligé de l'installer. Absolument, on est obligé de l'installer. Mais entre-temps, sa lettre de démission n'est pas valable, puisqu'elle n'a pas été installée. Sa lettre de démission est continuité, et qu'entre-temps, elle a changé d'avis. Elle nous écrira. D'accord? Parfait. L'autre fois, vous nous avez expliqué que la lettre de démission que vous aviez reçue avant l'installation n'était pas valable. Donc, vous allez nous expliquer cette lettre de démission. Vous avez raison. Tout à fait. Donc si elle ne démissionne plus, tant mieux, on aura un conseil municipal prêt. Et également l'installation de M. Intartaglia, en remplacement de M. Jean-Paul Vincent. Je vais vous donner maintenant en lecture. Et l'appel, pardon, excusez-moi, l'appel. Oui, effectivement, l'action installée, elle peut faire l'appel. Voilà. Antoine Véran. Présent. Michel Castel a donné pouvoir à Monique de Grandy. Thierry Liège. Présent. Gisèle Bissini. Présent. Jean-Pierre Frazeau. Présent. Gisèle Ernst. Présent. Monique de Grandy. Présent. Patrick Marx. Présent. Jean-Claude Guirand. Présent. Daniel Taconi. Présent. Jeannie Canet. Présent. Georges Robert. Présent. François Sins. Présent. Mamina Bonnefond. Elle devrait arriver ce matin, elle m'a dit qu'elle serait là. Mais elle était sur Nice, donc. Jean-Louis Morena. Présent. Nathalie Leblond. Présent. Michel Bocogne. Présent. Isabelle Chemin a donné pouvoir à Jean-Pierre Frazeau. Patrice Miraglia a donné pouvoir à Thierry Niez. Claude Millevaux a donné pouvoir à Gisèle Bissini. Nicolas Braquet. Présent. Frédéric Salat. Présent. Alain Dodi. Présent. Ariane Masseglia. Présente. Jean-Luc Lopez. Présent. Joseph Bouchon donc, a donné pouvoir, alors Ariane vient de me donner l'enveloppe d'envoi, elle n'est pas signée, on la prend en compte. Oui, oui. Et Jean-Claude Intartaglia a donné pouvoir à Frédéric Salas. Salas, pardon. Excusez-moi. Bien. Dans le cadre, donc merci Valérie, je vais vous donner les actions qu'on a menées dans le cadre de mes délégations. Comment? Non, on l'a passé récemment, c'est pour ça. Voilà. Alors d'abord, j'ai une information plus générale à vous communiquer, qui est un grand bonheur, contrairement à ce que d'aucuns font circuler de partout sur la population de Levin. Nous venons de recevoir le dernier recensement de l'INSEE. Nous sommes 4700. Voilà. Hein, et contrairement aux 5000, 10 000 que j'ai pu entendre par-ci, par-là. Voilà. Donc, ceci étant dit fait, je peux passer au dossier, au premier dossier. Et tout d'abord, je vais vous demander de bien vouloir respecter une minute de silence pour les victimes des attentats de Strasbourg. Je vous remercie. Bien, donc nous avons, et je le remercie d'avoir pris sur lui de venir participer et répondre aux questions éventuelles à M. Bertin, qui est le responsable du développement de la société Monaco Énergie Renouvelable, qui est pressenti pour être l'opérateur et recevoir la promesse de bail sur le site de l'ARPAS. Alors, deux informations avant que je laisse parler les techniciens. Comment nous sommes
il y a longtemps que, vous savez, il y a ceux qui parlent d'écologie, il y a ceux qui parlent de faire les choses, de sauver la terre, et puis il y a ceux qui agissent, dont nous faisons partie, isolation des bâtiments, installation d'agriculteurs dans le domaine du bio, et puis il y a ce domaine qui est le domaine de la transition énergétique, poussé par le gouvernement, mais qui ne se donne pas les moyens d'action, puisque aujourd'hui il subventionne quasiment plus rien. C'est dramatique quand on voit que c'est la volonté forte et que ceux qui veulent en faire sont peu aidés, plutôt embêtés, et ne reçoivent que des subventions minimes. Comment nous sommes arrivés à rencontrer la société Monaco Investissement, énergie renouvelable, lorsque ce site que je préconise depuis longtemps, il fallait regarder, trouver des gens qui m'aident pour savoir si c'était faisable, s'il y avait une réalité économique, quelles étaient les surfaces minimales que l'on pouvait négocier ou autre. Et donc, j'ai rencontré la société qui avait travaillé pour nous dans les études du parking, qui est la société Engie, avec qui nous avions regardé les possibilités de connexion, qui est un opérateur dans le domaine de l'énergie, et notamment des interconnexions. La société Engie a fait une faisabilité très succincte, avec 3 études. Une première, c'est de regarder si c'est au soleil, si c'est bien exposé et si ça va. La deuxième, c'est de regarder quelle est la position environnementale. Et la troisième, c'est de dire quel est le partenaire, comment y a-t-il une rentabilité et où est-ce qu'on peut, surtout, qui est le problème majeur des parcs photovoltaïques, où est-ce qu'on peut s'interconnecter. Effectivement, il est facile de croire, parce qu'on a une ligne de 160 000 volts au-dessus, de penser qu'en mettant les transports qui vont bien, on pouvait se raccorder sur cette ligne. On regardera cette solution, mais elle semble pas possible, ou en tout cas très très chère, pour qu'on puisse faire, et donc il faudra aller se connecter soit au gros transformateur qui est à côté de l'air liquide et qui doit déménager, fermer, pas fermer, soit à l'usine de Plan du Var. À partir de là, INEO, enfin Engie, est l'actionnaire, partenaire de la société monégasque d'électricité. Et c'est à travers ce partenariat qu'Andy nous a dit, mais voilà, nous avons mis en place, nous, SMEG, avec l'État monégasque, une société pour que la principauté de Monaco puisse participer à la transition énergétique, puisse participer aux économies de CO2, et bien entendu, sur le territoire de la principauté, c'est difficile à trouver. Donc, nous avons pris contact, je connaissais un peu le monde là, avec cette société qui exploite une dizaine de parcs photovoltaïques dans la France aujourd'hui et qui nous a fait part de son intérêt pour approfondir et regarder. Donc, nous avons repris les 3 points que je vous ai dit, c'est-à-dire est-ce qu'il y a du soleil, est-ce qu'il y a du vent, comment on peut faire, quelle est la partie environnementale, est-ce que c'est boisé, pas boisé, comment on peut faire. Quelles sont les premières constatations, mais nous avions tout le compte rendu et le rapport qui est toujours en application aujourd'hui pour les travaux des pylônes, des pistes qui ont été faites, puisque c'est sur ces pylônes même que l'on peut faire. Nous avons rencontré le SERPAM, nous allons rencontrer encore pour la gestion des pâturages, nous avons rencontré bien sûr les éleveurs, la société de chasse, pour regarder comment on pourrait avancer sur ce développement. Le chemin est très long encore, et la raison pour pouvoir lancer des études qui vont imposer de gros investissements financiers, eh bien il était naturel que nous fassions cette promesse de bail pour pouvoir lancer toutes ces études et avoir un certain nombre de réponses, des certitudes et autres, débouchant sous un an et demi, vraisemblablement, à un bail ou non, en fonction des résultats de l'étude. Et je dois vous dire que pour nous, c'est une grande satisfaction de pouvoir se lancer dans cette opération. Malheureusement, Thierry Liès le disait tout à l'heure, les actes du gouvernement ne sont pas en phase de leurs promesses,
je vais ne citer qu'un exemple, Venançon, qui était avec un fonds d'investissement privé sur un plus petit parc, mais vient d'arrêter, faute de partenaires financiers, de poursuite du programme après les études. Voilà, donc je n'en dirai pas plus pour moi, et je donne la parole tout de suite à M. Bertin. Alors, attendez, je vous interromps quand même, parce que vous dites, si vous permettez, vous parlez des pylônes de la ligne au-dessus des 160 000 volts en disant que c'est pas 220 000. Et pardon 160 et 220 000. 160 et 220 000, d'accord, vous avez dit 160. Oui, 160 et 220 000, d'accord. Vous dites qu'on ne peut pas se connecter, et ensuite vous parlez des pylônes en disant que les pylônes ils vont servir. Donc, pas du tout, je n'ai pas dit ça, madame. Écoutez, quand on parle, non, mais vous parlez d'une façon... Écoutez votre portable, bon, donc, je vous pose une question très claire. C'est que l'étude environnementale qui a servi à l'établissement des pistes et au renouvellement des pylônes nous a été transmise et qu'elle est toujours viable. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sortie du délai de 2 ans de validité. Une étude environnementale pour des pylônes et une étude environnementale pour une centrale photovoltaïque, c'est pas tout à fait la même chose. C'est exactement la même chose. Ah ben c'est exactement la même chose, c'est les mêmes écologues qui font le travail. C'est exactement la même. Voilà. Bien sûr, c'est le même impact. Je sais que vous êtes très brillante en écologie, mais allez, là, je peux vous dire que c'est comme ça. Voilà, donc je donne la parole à M. Bertin maintenant pour vous présenter les éléments techniques. Merci beaucoup à tous pour votre accueil. Bonsoir. Juste pour rebondir sur le dernier point de l'étude naturaliste, effectivement, nous on a bien prévu de mener toutes les études, y compris naturalistes, pour le projet. Alors très rapidement, donc, je vais pas forcément reprendre l'ensemble des éléments évoqués par M. le maire, mais donc Monaco Énergie Renouvelable, c'est une société qui appartient à la Principauté de Monaco et à la Société monégasque d'électricité et de gaz, qui est l'opérateur concessionnaire de distribution et de fourniture d'électricité à Monaco depuis 125 ans. Et cette société a pour objectif de participer à la transition énergétique en accompagnant les territoires dans leur projet d'énergie renouvelable. Et donc la société Monaco Énergie Renouvelable, elle a, on va dire, une triple casquette. La première, c'est d'accompagner les études de développement, c'est-à-dire de mener justement les études naturalistes, mais aussi les études de géologie des sols, les études sur les impacts liés à l'érosion des sols, sur les études de conception de l'ensoleil, de conception des installations, etc. Donc toute cette phase d'études, elle a aussi pour mission de financer les installations et de les exploiter. Donc aujourd'hui, Monaco Énergie Renouvelable est très enthousiaste sur ce projet, très enthousiaste par accompagner la commune de Levins dans ce projet photovoltaïque, parce qu'effectivement, ce qui est constaté, c'est que le site est très adapté à une installation photovoltaïque, de par son ensoleillement, son exposition, et puis par le fait que, a priori, notamment la visibilité, par exemple, du site depuis les communes aux alentours est très limitée. Donc c'est des éléments qui sont très favorables à l'installation d'un parc photovoltaïque. Et par ailleurs, ce qui me semblait important aussi ici, c'est on a bien vu qu'il y avait sur cette bande du Mont-Harpas une activité de pastoralisme. Et le projet photovoltaïque est absolument pas incompatible avec le maintien de cette activité de pastoralisme, puisque au contraire c'est vraiment du gagnant-gagnant, où on a à la fois le parc photovoltaïque qui est entretenu par la présence bovins, et en même temps on a les ovins qui sont dans un périmètre sécurisé, puisqu'il y a des clôtures qui seraient installées autour d'un potentiel parc photovoltaïque, avec un système de télésurveillance qui permet donc finalement aux éleveurs d'avoir peut-être un confort supplémentaire dans leur activité quotidienne. Donc nous, on est très enthousiastes sur ce projet. Le projet photovoltaïque, comme tous les projets d'énergie renouvelable, c'est des projets qui sont compliqués, puisqu'il faut effectivement s'assurer qu'on prend bien en compte l'ensemble des contraintes du territoire, et donc ça passe par toute une phase d'étude qui va durer, alors on parlait d'1 an, 1 an et demi,
mettons 2 ans, ça peut durer 2 ans, pendant laquelle effectivement on va en concertation avec évidemment les services de la mairie, mais aussi les éleveurs, mais aussi par exemple les chasseurs. On évoquait que les chasseurs étaient par exemple favorables à essayer de trouver des solutions pour la réintroduction de certaines du petit gibier. Donc voilà, donc, toute une phase d'étude en concertation avec les services. Nous, on propose aussi, et je pense que c'est quelque chose qui est important, de mettre en place une concertation publique, donc de faire des réunions publiques où les citoyens de Levens et des communes aux alentours peuvent venir poser des questions sur le projet, peuvent aussi venir donner leur cahier de doléances ou leurs revendications, et que tout ça soit fait effectivement en concertation. Et notre proposition, là, ce soir, c'est de commencer à travailler sur le projet, sur cette phase d'étude pendant 2 ans, de porter les frais de cette phase de développement, et de porter évidemment les études. Voilà, je ne sais pas trop ce que... la capacité. Ah pardon, et donc techniquement, donc là aujourd'hui, on n'a pas encore totalement financé l'emprise au sol potentielle du projet. Justement, ça fait partie un peu des études qu'il faut mener pour savoir exactement sur quelle zone il est intéressant d'installer ou non des panneaux photovoltaïques. Mais si on a fait une première estimation du projet potentiel, qui pourrait représenter 15 MW crête de puissance installée. Donc c'est un très beau projet, c'est un projet qui serait un projet emblématique pour la région Nice-Côte d'Azur, puisque je pense que en tout cas pour la métropole Nice-Côte d'Azur, ce serait certainement un des plus gros projets photovoltaïques. Et donc 15 MW, donc plus de puissance installée. Et quand on passe à l'énergie produite, ce serait 22 GWh, ce qui correspond à la consommation annuelle d'une ville de 5000 habitants. Voilà. Ça aussi, c'est de l'énergie. Voilà. 5000 habitants. Il n'y a pas besoin de Je ne sais pas si vous voyez à peu près comment c'est une centrale photovoltaïque au sol, mais c'est finalement, ce sont des tables de panneaux photovoltaïques qui font environ 3 ou 4 mètres de large et une dizaine de mètres de long, qui sont fixés sur des structures métalliques. Ce qu'on préconise, c'est de garantir que le site, à la fin de l'exploitation du projet, aura absolument aucune trace de l'exploitation. Ça veut dire que les panneaux rails sont posés sur des blocs béton et non pas sur des maçonneries existantes ni des tuyaux enfoncés. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de protection au sol d'éléments qui ne pourraient pas être enlevés à terme. Et donc, c'est effectivement des structures qui sont souvent même des pieux battus, qui permettent la tenue des tables. Ces tables, donc une certaine quantité de tables, qui sont raccordées à des onduleurs qui sont les postes finalement de transformation du courant continu qui arrive des panneaux pour le transformer en courant alternatif pour l'injecter sur le réseau. Et puis, donc ça voilà, des tables, des onduleurs, autour de la centrale, une piste qui est une obligation des pompiers d'avoir une piste qui fait le tour de l'installation, et des clôtures qui permettent effectivement voilà, de faire en sorte que le périmètre soit sécurisé, et un système de télésurveillance qui permet à l'exploitant de piloter en temps réel et de pouvoir réagir au moindre problème. Le moindre problème, il n'y a pas de problème de risque majeur, mais par exemple, il se peut qu'il y ait un élément qui soit défectueux et qui fasse perdre de la production, et donc dans ces cas-là, il y aura des équipes de maintenance qui seront prêtes à réagir très vite et venir remplacer l'équipement défectueux. Voilà un peu pour la conception et comment pourrait être le projet si vous nous le confiez finalement. Avez-vous des questions? Oui. Deux, si vous voulez. Un exemple de réalisation concrète. Oui. Un endroit où il y a déjà... Ça faisait dans En Corse, beaucoup de Provence, mais on peut vous donner... Moi, j'ai visité la Corse et la Drôme, parce qu'il y avait de l'élevage en dessous. L'élevage, il y a une qualité qui nous impose
de poser les panneaux plus hauts que posés sur les horizons, car que les bêtes puissent circuler dessus. Vous comprenez, ça permet, puisque le panneau condense la nuit, donc le cool, et on a une très bonne production pour les animaux en dessous. D'ailleurs, le serpent, on va regarder, puisque l'espace, les 20 hectares, reste bien entendu, je ne vais pas y aller trop dans les détails, concédé à nos éleveurs qui sont sur place, en leur facilitant le parc pour lutter efficacement contre le loup sur l'eau, puisque ces derniers jours, il a été photographié sur la face. Voilà pour la première question. Alors, même si vous souhaitez un jour, effectivement, on peut même vous proposer de nous accompagner sur une de nos installations, si vous le souhaitez, pour voir vraiment concrètement, même vous fournir des photographies. Parce que si vous voulez, naïvement, on ne vous connaît pas, donc c'est pour ça que je pose un peu cette question. Bien sûr. Bien sûr. Vous aurez à les connaître dans les différents appels d'offres après. D'accord. Et dernière question, c'est la connexion au réseau. Oui. Il faut descendre dans la commune. Ouais. Donc là, au-delà du surcoût, on parle en termes d'efficacité. Pylône aérien. Quand on a regardé, l'hélico pose, et comme on a fait pour la grande ligne, ils descendent les équipes, elles font le coup, et l'hélico amène le poteau bois et puis descend le cap. Si vous voulez, ça fait partie des incertitudes qu'on a, nous, sur le projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses sur comment on va pouvoir faire. Par contre, c'est justement cette phase d'étude et de développement qui va nous donner les réponses. Et notamment, cette réponse-là spécifique du raccordement, on la mène avec Enedis ou RTE, qui ont des services spécialisés pour nous donner la solution technique adaptée et le coût de la solution. Il y a des endroits où, par exemple, Enedis impose de mettre des câbles enterrés, ce qui augmente énormément le coût du raccordement, et dans ces cas-là, le projet peut ne pas être fait pour cette raison. Mais effectivement, ça fait partie justement de l'ensemble des études qu'il va falloir mener. Là, sur la première approche, Enedis accepte ce mode de raccordement. La grosse incertitude que nous avons, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que, alors ça s'appelle plus l'air liquide, je sais pas comment ça s'appelle, il y a un très gros transfo, mais ce sont eux les grands consommateurs. Donc vous pourrez s'injecter là. 600 volts que le transfo, ou bien est-ce qu'il faut rejoindre l'usine de la Nesta à Florida. Et là, il y a une distance qui est un peu plus longue. Mais l'efficacité, c'est le transport. Très peu de pertes. Sur cette distance-là, il n'y a vraiment pas d'impact. D'autres questions? Une fois l'exploitation finie, vous vous engagez à défaire tous vos panneaux, à laisser le site ou c'est la commune qui prend en charge? Alors on a deux solutions possibles. Justement, c'est une option à la main de la commune. Soit nous on s'engage à remettre le site en état, c'est-à-dire qu'il y aura une expertise de l'état du site avant la construction et on s'engage à remettre le site dans le même état après un cycle d'exploitation. Soit on propose de devenir propriétaire à 100% des installations et donc de bénéficier de l'ensemble de la production électrique pour la commune de Levin. Cela est clairement défini dans l'article 8.3 du pré-bail. Il y a une solution qui ne dit pas, que c'est pas moi qui serai là, certainement, mais c'est de prolonger et de renouveler un bail pour continuer à avoir en revenu une production. C'est la question. Bien sûr. Bien sûr. Oui. C'est comment? Si ça fonctionne, c'est dommage d'arrêter. Ah, mais totalement. Totalement. D'autant plus que 36 ans, vous voyez dans quel état on sera sur la transition énergétique si on a arrêté l'atome. Voilà, c'est pour nos enfants. Voilà. D'autres questions? On a fait suffisamment de dégâts. Bien, merci M. Bertin, vous avez été clair apparemment, et donc merci beaucoup. Je vous propose donc d'approuver ce projet de travail. Qui est contre? Attendez. Qui? Il n'y a pas que des questions. Pas de Ah, vous demandez s'il y a des questions. J'ai pas de questions, mais par contre j'ai une intervention. D'accord. Voilà. Alors, pour commencer par le loyer. Le loyer prévu, donc évidemment, vous, ça fait des mois que vous êtes sur ce dossier. Nous, on l'a découvert il y a 3 jours. Donc, un peu difficile de travailler vraiment à fond dessus. Ça fait aussi partie de l'habitude de la commune, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le fonctionnement démocratique. On présente un projet au conseil municipal qui est déjà ficelé, quoi. C'est la même chose que les gens qui font du projet environnemental. Alors, le loyer. Célèbre médecin. Le loyer prévu irait de 100 à 125 000 euros par an, d'après ce qu'on a vu, pour environ 20 hectares de terrain mis à disposition, ce qui donne un loyer annuel de 5 000 à 6 250 euros l'hectare.
que l'on songe que les loyers annuels pour une bonne terre agricole vont en moyenne de 200 à 300 euros l'hectare et pour le package de 20 à 30 euros l'hectare, on voit les extraordinaires profits que compte faire la multinationale de l'énergie Monaco Énergie Renouvelable. Le profit, ce n'est pas la commune qui va le faire, ce n'est pas les habitants. Sauf si vous voulez devenir actionnaire. Deuxièmement, je finis. Non, justement. Certainement. Justement, je suis une grande écologiste et je m'intéresse à l'intérêt public et pas à l'intérêt privé et pas à celui de mon portefeuille. Ça sera justement mon deuxième point, les profits de l'investissement des multinationales dans le solaire. L'électricité supposée produite sera de 22,500 gigawatts par an, soit 0,61%. 0,061% de la consommation annuelle d'électricité de la région sud en 2017. Et cela presque uniquement en heure creuse, où le service public de l'électricité n'en a guère besoin. Parce que l'électricité solaire, elle va dans le réseau, mais on ne peut pas la stocker. Non, mais attendez, je finis, on discutera après. Actuellement, c'est pas les heures creuses. Les heures creuses, c'est la nuit. Donc, non. Le jour, le solaire, en heure creuse, de besoin d'électricité, monsieur Véran, c'est-à-dire au moment où on n'est pas en pic de demande. Actuellement, alors qu'on n'a aucun moyen de stockage de grandes quantités d'électricité, le service public de l'électricité est contraint par la loi NOM d'acheter toute sorte d'électricité solaire dès qu'un producteur se présente, à un prix actuel variant de 72 à 250 à 240 à peu près euros le mégawattheure. Ce prix est toujours très supérieur à celui du marché de gros EPEX spot de l'électricité qui peut varier en moyenne de 20 euros le mégawattheure en heure creuse à 60 euros le mégawattheure en heure de pointe. Sachant que les heures creuses, c'est le contraire des nôtres, les heures creuses, c'est les heures justement où il n'y a pas besoin d'électricité. Donc, pour résumer, on achète l'électricité entre 72 et 240 euros le mégawattheure aux producteurs d'énergie et on la revend entre 20 et 60 euros le mégawattheure. Ça, c'est l'argent de l'État français, c'est-à-dire c'est notre argent. Par exemple, ce 18 décembre, l'électricité s'est vendue au prix de gros à un prix moyen de 60 euros le mégawattheure. Comme l'afflux d'électricité solaire se produit généralement en heure creuse et que le service public de l'électricité en a déjà trop, il est obligé de revendre l'électricité solaire, comme l'éolien, à perte. Ces pertes étant compensées par les finances publiques, fournies par la taxe de contribution au service public de l'électricité. Il se passe même que le service public de l'électricité la revende sur le marché de gros à un prix négatif. Elle a pu atteindre exceptionnellement moins 5 000 euros le mégawattheure. C'est-à-dire qu'on a de l'électricité et à un moment donné, voilà, on ne peut pas la stocker et dire on va faire monter les prix, on va attendre qu'elle ait une certaine valeur. Non, on l'a. On a une production à un moment T, on est obligé de la vendre et si personne n'en veut, on la vend à perte. Alors, devant un tel scandale, l'État limita cependant le prix de base à moins 3 000 euros le mégawattheure. Ce jeu pervers a coûté en 2018 5 840 milliards d'euros aux finances publiques. Et la Cour des comptes vient d'estimer que pour les seuls contrats passés avant 2010, on atteindrait une dépense sociale de 121 milliards d'euros à l'horizon 2040-2045. On estime encore actuellement que bien que poussé par la Cour des comptes, l'État ait baissé le prix d'achat aux multinationales de l'énergie du solaire industriel, le taux de rentabilité interne d'un champ de panneaux solaires photovoltaïques au sol reste considérable grâce aux finances publiques. Ce que la commune de Levens aurait pu faire, comme la commune de Saint-Auban par exemple. La commune de Levens aurait dû, si elle voulait faire du solaire, devenir elle-même l'opérateur. Ainsi, l'argent public aurait bien plus rempli la caisse communale qu'elle ne le fera par le loyer annuel, même exorbitant au prix des terres agricoles si le projet se réalise. Retrouvant ainsi un peu de moralité financière par le passage des finances publiques de l'État aux finances publiques communales. Là, les finances publiques de l'État, elles vont aller au privé. Là, on aimerait avoir évidemment une analyse financière complète pour la commune et l'industriel, ce qui nous permettrait d'affiner le propos. Autre possibilité, ce que la commune de Levens aurait pu faire, comme la commune de Vins-à-Braine, à 50 km de Marseille, la commune et les habitants co-développent une centrale solaire au sol. La société porteuse du projet, Solaris Civis, fonctionne en gouvernance partagée entre les citoyens, la commune et une société d'économie mixte. À noter que le potentiel initial du site était prévu à 12 MW, mais ils ont choisi de limiter sa puissance à 5 MW pour réduire son impact environnemental. Quatrième point, l'impact environnemental, sans études paysagères de co-visibilité et sans études d'impact sur l'environnement, on ne peut guère préjuger des inconvénients face à quelques avantages, en particulier le loyer pour les finances de la commune.
Mais on imagine, le site de l'Arpas est visible depuis le Vins, depuis la plaine du Var, depuis la Roquette, depuis le Broc. Si certains champs de panneaux photovoltaïques au sol ne posent guère de problème dans notre région, par contre celui d'Aimé, dans les Alpes de Haute-Provence, est une absolue abomination paysagère. Celui du Curbance, toujours dans les Alpes de Haute-Provence, impacte violemment, surtout par ses reflets solaires, le site classé du lac de Pélotier. Voilà. Merci. Je ne ferai pas de commentaires sur vos merci. Et d'abord, on n'a pas encore déterminé. Si peut-être vous cotisez, on pourra devenir investisseur. C'est une piste que nous avons regardée, bien entendu. On connaît tous les programmes que vous venez de parler. Et donc, le moment venu, on pourra regarder. Simplement. Au moment venu, je ne pense pas que la société monégasque va vouloir partager ses profits avec la commune. Est-ce que je vous ai interrompu? Non, vous me laissez parler. D'accord? Voilà. J'ai promis de ne pas m'énerver. Donc, c'est vrai, donc. On peut discuter. C'est marrant, mais c'est une discussion veut dire énervement. Mais non, mais je ne m'énerve pas, je vous réponds. D'abord, le prix aujourd'hui, vous avez oublié de citer que c'est une autorité environnementale et gouvernementale qui fixe le prix de rachat, et aujourd'hui, il n'est pas du tout de cet ordre-là, il est de 40 à 55 euros. Je vous ai donné le prix d'hier. Il est de 40 à 55 euros, vous avez été jusqu'à 240. Si vous en trouvez un à 240, lui, il va essayer de racheter le site tout de suite. Hein. Parce que voilà, la rentabilité, elle est énorme. Hein. Et vous avez oublié de citer qu'il y a 13 millions d'euros d'investissement. Je relève le dernier point. Peut-être Pierre Feu, le Broc certainement pas, il est en dessous de nous, hein, donc le Broc ça n'existe pas. Peut-être Pierre Feu verra le site sur la partie haute de Pierre Feu et de la partie haute de Bonson. On verra les études environnementales de toute façon. Voilà. Le propos, c'est surtout ce sur quoi je voulais mettre le doigt, c'est que cet argent-là, c'est de l'argent public qui va à des privés, à des grosses multinationales de l'énergie. C'est pas du solaire pour faire du solaire qui va profiter directement aux habitants de la commune. Merci. Je vous dirais simplement, si vont profiter directement, il y aura une recette pour la commune et largement. Non, 100 000 euros par an, c'est rien du tout par rapport aux milliards d'euros que ça rapporte. Ben, je voulais donner la solution, que la commune soit porteur du projet, que la commune participe au projet, comme ça se fait ailleurs. Oui, je propose juste, parce que moi, effectivement, je trouve que ce débat sur la filière solaire, il est effectivement très intéressant. Et le choix du gouvernement français d'orienter les investissements vers le solaire ou vers d'autres, c'est quelque chose de complexe. Voilà. Parce que voilà. Aujourd'hui, le choix de l'État, c'est de subventionner la filière. Nous, Monaco Énergie Renouvelable, ce que je peux vous garantir, c'est que ce n'est pas des milliards ce qui va être généré. Et que non, mais très clairement, nous, ce qu'on propose d'ailleurs, c'est de dire effectivement le capital est complètement ouvert. Si non, attendez, moi je ne fais pas un appel aux actionnaires, aux actionnaires de Vinsoir. Moi je demande à ce que la commune, par ses finances, participe. J'ai parlé de financement copartagé. J'ai parlé de la commune, j'ai pris l'exemple de la commune de Vintabrenne, qui est co-porteuse du projet. Je ne demande pas aux habitants de se comporter en actionnaire capitaliste, c'est pas ça le propos. C'est une option qu'on n'a pas retenue. Ce qui serait intéressant, ben voilà, c'est ça qui pourrait être intéressant. Et c'est là-dessus qu'on pourrait débattre. Je serai plus là. Donc vous retenez quelque chose, on n'en débat pas, vous nous l'imposez dès le départ. Laissez-moi parler. La première rentabilité d'un programme comme ça, elle est sur les 15 et 20 dernières années du programme. C'est pour ça qu'on est à 36 ans. Jusqu'à 20 ans d'investissement, il n'y a aucun amortissement. Si vous voulez investir l'argent de la commune pour avoir un retour dans les 20 ans. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de communes en France qui se mettent à faire des centrales solaires. Elles n'ont aucun intérêt, ça ne va rien rapporter à la finance de la commune, bien sûr. On fait beaucoup plus de biomasse que de solaire. Monsieur Bertin, je vous remercie et de votre gentillesse, et bien sûr. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur Daudy et Monsieur Santo. Voilà. merci beaucoup en tout cas. Merci Monsieur Bertin. Bonne soirée. Voilà. Donc, Madame Castel étant retenue, et je m'excuse du changement de date, mais on avait regardé les journaux et on attendait des réponses qu'on avait pas obtenues, notamment sur les sujets. Et je prends en lieu et place les délibérations de Madame Castel. De toute façon, premièrement, on peut dire qu'on renouvelle notre contrat avec la fonction publique territoriale.
garantissant les risques statutaires des agents CNARL et Mircantel. Alors, M. Dosy a participé à une commission d'appel d'offres où nous avons renouvelé aussi toutes nos assurances qu'on fait régulièrement. Ici, et notre surprise a été bonne puisque nous avons plutôt un contrat économique. La deuxième chose que nous avons constatée, c'est que malheureusement là, le contrat est en augmentation très conséquente. Et pour limiter, donc après on a souscrit bien sûr pour que tous nos salariés soient parfaitement couverts. La seule petite modification que nous avons fait, alors oui, je précise pour vous dire que vous avez certainement des délibérations sur la date du 17, je vous demande de les corriger, de passer au 19, bien entendu. Mais nous avons pris la décision de ne pas souscrire la partie avec la franchise de 15 jours sur des arrêts de travail. Alors nous avons fait faire une étude, bien sûr, statistique des arrêts et qui est largement absorbable par les économies que nous avons réalisées. Je vais vous donner tout de suite les chiffres. Nous avons une masse salariale qui est à 650 000 €, avec une souscription actuelle à 6,39, on est à 41 535 €. Quand on prend tout en gardant exactement les mêmes garanties, on est à 8,18. Et donc en prenant et en gardant l'option pour toutes les maladies ordinaires et de tout, on sera à 53 170, soit un delta de 11 635 €. Je précise que bon nombre de collectivités ne prennent pas ces genres de garantie pour leurs salariés, mais nous l'avons toujours fait, nous avons toujours investi dans ces domaines. Avez-vous des questions? Donc c'est un contrat qui s'arrête 2015-2018, et là c'est un contrat 2019-2023. 1er janvier. C'est ça, 1er janvier. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie pour nos salariés. Dans le démembre d'idées, nous, alors eu égard à cette étude, nous avons réalisé donc une mise à jour du tableau des effectifs et je vais dire un nettoyage assez conséquent qui est l'objet de cette délibération qui modifie le tableau des effectifs sans en créer mais en enlevant des postes qui avaient été créés, qui n'avaient pas été pourvus, ou des postes qui n'ont plus de raison d'être parce qu'ils ont changé d'appellation. Et donc, c'est la deuxième délibération. Et enfin, la troisième délibération concerne la création d'un poste d'adjoint administratif principal des deuxièmes classes, donc le dossier numéro 4, qui est fait pour une de nos salariés qui est proche de la retraite et qui est malheureusement en dessous. Et dessous des rémunérations, qui n'a pas travaillé suffisamment d'années et qui est rentré très tard dans la collectivité, qui n'aura pas grand-chose comme retraite. Et enfin, le dernier poste est un poste d'ADSEN principal de première classe, qui est aussi, eu égard à l'ADSEN, qui va faire valoir ses droits à la retraite. Si vous n'avez pas de questions, je vais faire voter le 2, le 3, le 4 et le 5 en même temps. C'est des ajustements et c'est de la gestion RH de nos personnels. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 3, 4, 5, pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 6 concerne, vous avez déjà exprimé sur le sujet, le transfert de la compétence tourisme à la métropole. Donc, il y a deux aspects. Il y a un aspect au RH, où nous avons regardé quelles sont les tâches qui sont réalisées pour le tourisme, quelles sont les tâches qui sont faites pour l'animation, la communication et autres. Et nous sommes arrivés, ce que je vous avais déjà dit, à un équivalent de temps plein qui va être transféré à la métropole. Cet équivalent temps plein, il est installé dans la maison du Portal. Nous, et notamment Valérie Guillot qui va devoir faire tout le travail,
nous ne souhaitions pas comptabiliser la photocopie, combien d'électricité d'ampoule on allume spécifiquement pour le figurine, alors qu'on a les gens d'animation qui sont dedans. Bref, c'est pas là-dessus où on va s'enrichir, mais malheureusement, la loi impose une CLEC. Dans cette CLEC, dès l'instant où il y a transfert de personnel, où il y a des gens qui sont dans un local, nous impose de faire ces calculs. Je ne vous cache pas qu'on va essayer de simplifier au maximum, mais voilà, donc deux aspects, transfert du personnel et transfert alors, mise à disposition de locaux de la maison du Portal, c'est un peu vaste, rude. C'est en réalité dans la maison du Portal que ça se passe, mais de par la loi et de par la CLEC, on est obligé de détailler ces éléments. Avez-vous des questions? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? 6 et 7. À l'unanimité, je vous remercie. J'ai demandé à Pierre Ignès, je fais partie moi du bureau de ce nouvel office juridique présidé par Rudy Sall, dont le directeur a été nommé, j'ai un peu de mémoire, qui est l'ancien directeur de l'office juridique de Nice, Zanon, M. Zanon, que nous avons déjà reçu ici, et nous fixons pas mal d'espoir que le moyen pays, et Thierry renvoie que le moyen pays s'impose un petit peu ce qu'on avait essayé de faire un temps avec l'association présidée par Alain Frère, mais qui, Alain Frère étant mon suppléant sur ce poste-là. Monsieur Frazeau, vous avez la parole. Autorisation de vendre à monsieur et madame Ricardo les parcelles communales cadastrées E, numéro 100 et 1412 à la Fanga, dans le quartier de la Fanga, juste derrière les locaux de la station essence et de l'immeuble ex-Toulon, je ne sais pas trop, c'est pas important. Alors, les parcelles communales dont je viens de parler ont une contenance totale de 930 m², sont situées en zone UI du PLU de la commune de Reims. Cette zone étant destinée à accueillir des activités industrielles, artisanales et commerciales. Nous avons demandé une évaluation des domaines et cette évaluation donne une valeur vénale qui nous a été jointe de 40 000 € hors taxe. Donc, considérant la volonté de Madame et Monsieur Ricardo d'acquérir ces parcelles à ce prix-là, c'est-à-dire 40 000 € hors taxe, souhaite confirmer par courrier en date du 20 novembre 2018, il est proposé au Conseil municipal de leur céder ces parcelles à ce prix-là, de charger l'étude notariale du maître Genevet d'établir l'acte à leur charge, bien sûr, et d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer l'acte correspondant. Des questions, Pas des questions, mais bon. Alors déjà, oui, des questions. J'ai envoyé un courrier à Madame Guido cet après-midi en lui demandant de pouvoir accéder au dossier. D'accord, donc je n'ai eu aucune réponse. Pardon ? J'ai envoyé un mail à Madame Guido cet après-midi, je l'ai appelé pour pouvoir accéder au dossier. Je n'ai eu aucune réponse. J'étais en réunion. Parce que le dossier, je considère... Oui, mais d'accord, Alors, mais j'avais vu mon mail à 5h moins 10. Vous auriez pu me répondre, j'aurais pu venir en mairie à 5h. Quelle était la question, finalement ? C'est pas une question, j'aurais voulu voir le dossier, entre autres parce que je trouve ça assez étonnant que dans l'évaluation des domaines, ça soit un avis qui annule et remplace celui du 25 octobre. Donc j'aurais bien aimé avoir l'avis du 25 octobre. Alors, l'avis du 27 octobre, c'est un avis, un premier avis qui donne un prix à 70 000 € hors taxe. Voilà. Qui contient une erreur puisque dans cet avis, le foncier de la partie du hangar existant, du hangar Toulon, que j'appelle Toulon, était attribué à monsieur et madame Ricardo. En fait, monsieur et madame Ricardo ne sont que locataires. Donc en fait, on a demandé une nouvelle évaluation, et l'évaluation du terrain seul qui fait en moyenne 12 mètres de large, ce que vous voyez très bien sur le bord, c'est 40 000 €. Donc, ils sont locataires. Ils sont locataires de qui? Ils sont locataires du propriétaire du hangar Toulon. La désoir Toulon. Si la question c'est est-ce que c'est. La belle famille, oui. La belle famille, oui, pardon, oui. Elle s'appelle Toulon, tout le monde. Oui.
Alors, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que ça fait un prix de revient du terrain à 40 € le mètre carré, pour un terrain où on peut construire sur toute la surface. Oui, je me suis posé exactement la même question. Je me suis posé la même question que vous, mais à partir du moment où j'ai une évaluation du domaine, moi je ne la remets pas en cause. Ah ben je sais pas, moi j'ai discuté alors il y a une semaine, 10 jours, une quinzaine de jours plutôt, avec la ville de Nice qui a mis en place un service pour ses ventes immobilières, donc un service sur internet où tout est parfaitement, justement de façon à ce que ce soit parfaitement transparent, c'est-à-dire que tout ce qui est mis en vente par la commune est accessible à tout le monde, première chose. Deuxième chose, il y a un prix de base qui est fixé sur lequel après on vend au plus offrant ou pas d'ailleurs, et ce prix de base n'est pas toujours fixé en fonction de l'évaluation des domaines. Très sincèrement, les responsables du service avaient un petit sourire en parlant de l'évaluation des domaines, qui est en effet, disent-ils... Vous pouvez me donner des noms, là, ça m'intéresse. Oh bah, vous regardez les chefs du service, non, ce soir. Vous regardez mon sujet, France 3 Côte d'Azur, vous verrez qui j'ai interviewé, c'est pas très compliqué. Je regarde pas. Bon voilà, donc avec un petit sourire, disons que les services des domaines, en effet, font des évaluations, mais que les collectivités ont tout intérêt à vendre beaucoup plus cher que les services des domaines. Ces gens-là m'ont dit aussi, que les communes avaient tout intérêt à mettre leur terrain aux enchères. Chose dont on m'avait répondu dans ce même conseil municipal il y a quelques années, mais c'est absolument illégal, on n'a pas le droit. C'est pas du tout illégal, visiblement. Donc c'est toujours un peu la même chose. Pourquoi vend-on les biens communaux à un prix ras du plancher? Ces terrains-là, comme l'appartement à la Libé la dernière fois, on les mettrait sur Internet en disant on a une volonté de les vendre et on ferait monter les prix, ça ferait plus d'argent qui rentrerait dans les caisses de la commune. Première chose. Deuxième chose, donc j'ai demandé un dossier, j'y ai pas eu accès. Troisième chose, vous donnez un plan cadastral qui est daté du 11 décembre 2018. Moi, en 18 décembre 2018, le plan cadastral que j'ai sur le site n'a absolument rien à voir. Et en l'occurrence, ce plan, le nouveau plan, le vrai plan, on voit un certain nombre de bâtiments quand même qui se sont construits. Et on sait que dans le secteur, le prix du mètre carré, c'est pas 40 € le mètre carré. Donc moi, ce que je demanderais, c'est qu'on enlève cette délibération et qu'on mette au plus offrant. Quel intérêt à la commune d'aller mettre 40 000 € de plus dans ses caisses? Est-ce qu'on n'a pas intérêt, à un moment donné, quand on a des terrains, à les vendre le plus cher possible? Je demande de monsieur et madame Ricardo. Ah bah oui, d'accord, on fait plaisir aux gens. Laissez-moi parler. Je vous laisse parler, chacun son tour. C'est une demande de monsieur et madame Ricardo. Ça, je comprends. Laissez-moi parler, taisez-vous. Merci. Pour une activité, une extension d'une activité existante qui est limitrophe. Donc, la seule chose que je fais, c'est demander une évaluation des domaines et partir au prix de cette évaluation. C'est tout. Alors, maintenant, je vous rends la parole et vous allez au bout et après, nous votons. Voilà. Moi, c'est vrai qu'à un moment donné, si je fais à une commune une offre, j'ai plutôt me baser sur le prix du marché en me disant, je vais avoir intérêt à ce que la commune... C'est gagnant-gagnant. Là, en l'occurrence, c'est gagnant-perdant, quoi. C'est gagnant pour les gens et c'est perdant pour la commune. Mais 40 000 €, attendez, 40 000 €, 900 mètres carrés, où on peut construire sur toute la surface, sur 12 mètres de haut, à 40 € du mètre carré, c'est carrément un cadeau, ça. Madame, je laisse répondre, monsieur Frazo. Ah non, 12 mètres de large, quand vous regardez les prospects par rapport, 4 mètres de chaque côté. Il vous reste quoi au milieu, madame? Le couloir? Voilà, simplement. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Ce terrain, attendez. Ce terrain, je rappelle quand même qu'il était venu à la vente au même prix il y a 3 ans pour monsieur Yann Véran, qui à l'époque était propriétaire de l'activité de monsieur et madame Ricardo. Non, c'était locataire, pareil. Oui, c'était lui qui avait l'activité. Donc c'est bien. Voilà. Monsieur Dodin, laissez monsieur Yann Véran tranquille. Oui, au terrain. C'est dans un but d'extension de leur surface commerciale. Absolument. Donc il y a possibilité de construire dessus. Non. Attendez, il y a possibilité de construire, vous avez un PLU, le PLU il est en ligne depuis des siècles. Non, mais ce que je veux dire c'est que vous avez une possibilité de construire, bien sûr, puisque il y a un caisse
qui est non réglementé, mais vous avez des prospects. Après, celui qui veut faire un hangar de 40 mètres de long et de 1,50 m de large, il peut construire. C'est pas interdit. Vous devez respecter les prospects, les emprises au sol, les distances par rapport aux voisins, par rapport aux lois. Bah, disons qu'il y a des gens dans le secteur qui peuvent être très intéressés pour acheter ce terrain ensuite. Si ça vous intéresse, on bah non, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'à ce moment-là... Si vous m'en offrez 50 000 €, je retire le truc. Moi, je ne suis pas propriétaire des terrains à côté, hein, mais lorsqu'on pourrait mettre dans la délibération, d'abord, moi je trouve qu'on pourrait faire monter le prix. Franchement, 40 € du mètre carré, sachant qu'à Levins, en moyenne, c'est 150 à 160 € le mètre carré constructible. Je trouve que c'est franchement cadeau. Première chose. Deuxième chose, ce qu'on pourrait mettre au moins dans la délibération, c'est une interdiction de revente sans qu'il y ait, avec un retour à la municipalité. C'est possible. Bon, qui est contre? Non, mais attendez, parce que dans ces cas-là, ces gens-là, ils achètent, ils revendent au voisin, 3 fois le prix, et puis il n'y a pas de problème. Tout le monde y gagne, sauf la commune. J'ai bien compris votre propos, maintenant on vote. Moi, je demande à ce qu'on mette un alinéa avec une interdiction de revente des terrains. Alors, je vous demande, est-ce que vous votez pour ou contre? Vous votez contre? Bah bien, moi je vote contre. De toute façon, vous n'en avez rien à faire, on est 5. Non, mais on est 6. on C'est demande pas de le voter propos. contre. Le propos, c'est la discussion, Vous le posez débat. une question. De pointer quelque chose en disant à un moment donné, c'est de l'argent communal, c'est des biens communaux qu'on brade. Je ne pense pas que ça soit bradé pour autant, parce que là, vous confondez entre une parcelle qui peut être constructible et une parcelle qui, par sa surface, sa taille, sa configuration, ne l'est pas. Donc, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est quand même une valeur ajoutée. C'est-à-dire ajouter. Non, c'est-à-dire c'est des valeurs ajoutées au terrain d'à côté. Oui, tout à fait. Mais ce que vous remettez en cause, Effectivement, si ces gens-là ne sont pas... C'est pas Icardo qui est propriétaire à côté. En dehors de cet acquéreur, vous n'en avez pas d'autre. Ah ben ça, on ne sait pas, on n'a pas cherché. Non mais c'est pas ça, c'est que vous avez une bande de terre qui ne peut profiter qu'aux voisins. Alors, en dehors de cet acquéreur, il peut y avoir celui qui est propriétaire de la parcelle 415, il peut y avoir celui qui est propriétaire de la parcelle 98, il peut y avoir celui qui est propriétaire de la parcelle 926, M. Telon, il peut y avoir celui qui est propriétaire de la parcelle 1582. Donc il y a 4 possibilités. Est-ce qu'on a demandé à ces gens-là si ça les intéressait? Non, parce qu'il y avait un demandeur qui est venu nous voir et qui était intéressé. Donc on va en premier. Non, on va celui qui est intéressé, c'est pas. Moi j'aimerais qu'on fasse comme la commune de Nice et qu'on vende. La commune de Nice, et pourquoi? La commune de Nice, ils ont un budget qui est autre que le nôtre quand même. Pourquoi on ne vend pas aux plus offrants les terrains communaux? Et qui vous dit qu'on ne va pas aux plus offrants? Bah non, puisque vous avez une seule offre. C'est peut-être la meilleure, en tout cas c'est la meilleure. Et si vous dites qu'il y a possibilité que c'est légal de mettre une... On dirait que c'est le on peut le c'est le retour en meilleure fortune. Alors maintenant, qui est contre? Moi, 2. Non, 4. On a 2. Voilà, on a mis pour pouvoir. D'accord. Je vous remercie. Qui s'abstient? Merci. Merci. Alors, dossier très technique, financièrement et sur le projet de logement de Traverse. Concernant les valorisations du foncier de Traverse. Simplement, et je donnerai ensuite la parole à Madame Valérie Hulot, qui est plus à même que moi de vous présenter dans le détail le travail de subvention, le travail qui a été fait depuis de nombreuses années. Je remercie Jean-Pierre Frazeau, puisque le 21, nous passons la modification de PLU et qui permettra l'obtention du permis de construire pour lancer le programme. Je ferai simplement, ma chère Monique, suite à tes demandes et suite à la réunion que nous avons tenue aujourd'hui pour le centre d'autistes. La première de leurs questions, c'est qu'ils ont 35 salariés qui viennent et 35 autres qui vont recruter et pas tous sur le même environnement. La première des questions, c'est le logement. La deuxième, c'est les écoles, nous l'a rassuré Madame la directrice. Et puis bien sûr la crèche, où j'ai demandé qu'elle nous dise très rapidement, puisqu'on va faire les attributions de places en crèche. Pour vous donner un calendrier, le 22 janvier, le site sera
réceptionné et il sera inauguré vraisemblablement la première semaine d'avril, le premier samedi d'avril, qui est la journée mondiale de l'autisme, pour un transfert progressif et l'accueil des nouveaux autistes qui pourront bénéficier de ces places assez extraordinaires. J'ai eu la chance de voir hier une vraie réception. Je vous assure que ça change la dimension de l'asile où finissent malheureusement souvent les autistes adultes. Et donc le jour de c'est que des adultes, il n'y a pas d'enfants. C'est que des adultes. Les enfants, c'est la carrosse. Donc on pourra voir, il y en a des enfants de 20 qui sont en carrosse et dont un qui arrive à l'âge pour venir dans la structure. Nous avons acquis depuis de nombreuses années ce foncier. Ce foncier est mis à disposition de l'opérateur, des opérateurs, c'est qu'en réalité il y a NFP qui travaille avec Habitat 06 sur la résidence senior de 30 logements. Nous avons aujourd'hui la difficulté de mettre en équilibre ce programme. Comme tous les programmes, vous avez deux façons. D'ailleurs, monsieur le préfet, qui est intervenu, vous avez deux façons de régler le problème de la rentabilité d'un programme. Soit la collectivité participe, soit vous mettez 3 fois plus de logements. C'est la solution de monsieur le préfet. Il a fallu combattre avec monsieur le préfet. Donc je vais donner la parole à Valérie Guido, pour qu'elle nous parle des sous-sonnants et trébuchants, et notamment des actions, et je suis vraiment, je tiens à la remercier, parce que nous avons défendu à plusieurs reprises ce dossier à la région, à l'EPF PACA, au département, à la métropole, qui a amené à avoir la faisabilité de ce programme qui devrait démarrer rapidement. Valérie, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Donc les promesses, vous en souvenez certainement, ont été signées donc, cet été suite aux délibérations du conseil municipal. Donc la collectivité va céder les parcelles qui sont indiquées et que vous pouvez retrouver justement dans les délibérations antérieures. Le foncier qui a été évalué par les domaines également, puisque les acquisitions n'étaient pas forcément toutes récentes. Les terrains de la collectivité appartenant à la collectivité. Cette évaluation, elle est d'un montant de 2 440 000 pour l'ensemble du foncier qui va être cédé à Maison Familiale de Provence prochainement. Donc, on enregistre une moins-value, bien évidemment, puisque l'opérateur, lors de l'établissement de son bilan financier, on constate qu'il est déficitaire, eu égard à cette moins-value que supporte en fait la collectivité. Voilà. Donc, par rapport à cette moins-value, la région octroie, la direction d'aménagement et transition énergétique de la région, octroie des financements qu'ils nomment fin de portage de l'établissement public foncier régional. Donc la collectivité a déjà bénéficié de 300 000 € de fonds SRU dans le cadre de ce programme. Donc elle vend ses fonciers au prix de 550 000 € aujourd'hui. 300 000 € étant le montant maximum que l'EPF à travers la région peut verser. Donc la région aujourd'hui peut financer ce programme au maximum par rapport à la dépense subventionnable, bien sûr qui est calculée par rapport au logement, hein, non pas sur la partie commerciale. Elle peut financer donc ce programme à hauteur de 300 000 € étant le plafond. Et dans la promesse de vente, donc la collectivité va pouvoir conserver 200 000 € de ces 300 000 €, puisque Maison Familiale de Provence, dans son bilan financier, avait prévu une subvention de la région dans un autre process. Donc bien évidemment, on ne va pas enlever les 100 000 € qui étaient prévus à MFP. Donc il conserve ces 100 000 € et reverse 200 000 € à la commune. Donc in fine, ce seront 750 000 € que la collectivité récupérera sur la vente de ses fonciers. La moins-value, elle peut être déclarée chaque année au titre donc des pénalités que la collectivité verse à l'État au titre du fonds SRU.
puisque bien évidemment on n'a pas le nombre de logements correspondant à ce que l'on devrait avoir au titre des 25% de logements locatifs sociaux. Donc on a possibilité de réduire la pénalité grâce à cette moins-value, au même titre que nous l'avions fait quand nous financions, nous subventionnons les programmes, puisque la Treille, le Rivet, nous avons octroyé des subventions à Habitat 06, à Phocéenne Unicile sur les maisons de la Treille. De la même façon, donc cette moins-value, on déduira chaque année de nos pénalités le montant résiduel qui correspond aux 1 663 000 € aujourd'hui, déterminé en fonction du bilan financier et de l'évaluation des domaines qui est faite sur le foncier. Est-ce que c'est clair? C'est un peu complexe, mais... Autrement dit, il n'y aura plus de pénalité pendant un certain nombre d'années. Je temporise un peu parce que la bagarre fait rage, effectivement, puisque nous étions à 140 sur 50 000, on a réduit à 80 000 parce qu'on a monté notre... Parce qu'on avait la subvention, on avait des subventions. Et surtout parce qu'on a réalisé des logements. Il faut savoir que tous les logements, puisque c'est considéré comme logement, puisque le principe des autistes, c'est par groupe de 6, c'est considéré comme un logement. Donc déjà, ça nous en a fait 36, je crois. Et là, toute la partie de logement et de logement qu'on a réhabilité, qu'on a basculé dans le domaine social, nous ont fait tomber. Donc grosso modo, on peut dire qu'on sera à 100 000 €, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des années devant nous avant d'être carencé et de repayer. Alors c'est toujours un plus, ne croyez pas qu'on sera pas... On n'aura pas de pénalité en 2019 puisqu'il y a toujours une année de décalage. On essaye de négocier avec le président. Il faut que les logements, bien sûr, soient conventionnés par l'État et notamment le délégataire qui est la métropole. Donc ce seront une cinquantaine sur les traverses qui seront conventionnés. Les 30 d'Habitat 06 résidence senior, plus la vingtaine qui est mise en location sociale. Et donc la recette nette est 750 000 € qui nous servira à mettre un petit emprunt qui réside sur l'autobruc et puis ensuite pour terminer nos projets et préparer nos projets futurs pour la prochaine mandature. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Oui. Contre? Parce que ça oui, dans un projet, bien sûr. Parfait, je vous remercie. Je clôt le conseil. Non, pas. Monsieur Liès, mais celle-là elle est importante. Celle-là est très importante. Elle est très importante, il y a 300 € à la clé. Voilà. Importante et relativement simple. Jusqu'à présent, donc, la commune de Levens bénéficiait du classement en commune touristique et du classement de station de tourisme. Donc ces classements sont arrivés à terme, à savoir que les classements en commune touristique c'est de 5 ans et les classements de station de tourisme de 12 ans. Donc ce que l'on vous propose, c'est de reconduire ces demandes de classement, donc classement de notre commune en commune touristique et de classement en station de tourisme. Petite parenthèse, quels critères il faut remplir en gros? Alors, à cet effet, donc, est intervenue entre-temps la loi NOTRe qui a modifié les critères de classement. Donc, ces classements sont éligibles après avoir renseigné les dossiers qui sont ici importants. Donc, dans les dossiers, grosso modo, je ne reprends pas tous les détails. Donc, un point essentiel, c'est notre capacité d'hébergement touristique, ce qui existe ici au travers des chambres du sol modeste et des gîtes. D'être aussi doté d'un office du tourisme, ce qui est le cas depuis des années, d'avoir des activités et des associations qui proposent des activités à destination du tourisme, ce qui est le cas équitation, VTT et autres. Qui demande aussi que l'on ait une pertinence en faveur du tourisme. Je parle, et je remercie d'ailleurs Bernard Rojas qui a été l'initiateur à travers de notre démarche touristique Village Perché et Village Guidé. Donc ce sont tous des critères qui rentrent en compte dans l'éligibilité des dossiers que nous présentons. Voilà grosso modo. Donc, si vous voulez, dans le détail, les dossiers sont ici et attendent votre approbation pour que monsieur le maire puisse les transmettre à l'autorité qui est l'autorité d'État. C'est un dossier important puisqu'il détermine les dotations.
dotations touristiques, des dotations de fonctionnement. Et quand on n'est pas connu, d'ailleurs on a eu une petite erreur à un moment donné, puisque la loi avait changé, puis il y a les revenus, et heureusement, la tragère c'est reprendre la montée. Ce qui permet en fait, ce qu'on appelle une bonne limitation, d'avoir un ruissellement des dotations d'État qui est plus conséquent que les touristes, les communes qui ne bénéficient pas de ce classement. Voilà, ça c'est un point aussi. Les commissions, comment sont des commissions qui décident. Alors c'est l'État. C'est l'État. Et d'ailleurs, je tiens à remercier et Monsieur le Préfet et Éric Ciotti. Il y avait 4 communes qui, au changement de loi, étaient sur la sellette. Et le préfet, qui a suivi les grilles du préfet de région et autres, a demandé au conseil départemental, puisque l'État verse au conseil départemental de subventions, et lequel conseil départemental nous reverse par 12e. Ça représente, je ne sais pas si vous pouvez de M. Marx, de l'ordre de 300 000 € qui ont été versés, mais on était très inquiets. Très inquiets. Voilà, je passe ces délibérations au vote. Qui est contre? Je vous en remercie. Oui, pardon. Au vu du dossier, c'est quelque chose qui ne devrait pas poser de difficulté Que l'office du tourisme soit placé. Voilà. D'accord. Et donc, on est en train de le placer. Ok, c'est pas une formalité. C'est comme toujours, c'est une demande. Maintenant, l'autorité. C'est pas ça. C'est un renouvellement. Parce que, si vous voulez, notre point faible, c'est l'hôtellerie. On a des chiffres, c'est notre point faible. Tout à l'heure, dans cette réunion du RO du centre pour autistes, il y a 36 parents qui viennent de partout. Et une des questions qui se posent, c'était le logement pour les employés. Et les familles disent, où je viens, où je loge quand je viens voir mon enfant. Ça, c'est une bénéfique. C'est très important parce que ça nous permet en fait d'être inscrit nationalement parmi les jeunes. Et c'est surtout important pour les hébergeurs, pour les gîtes. Ça a été classé par Rémo grâce à la piscine. C'est par an ou c'est une fois tous les 5 à 12 ans? C'est par an. C'est grâce au foyer repas et à la piscine qu'on avait pu obtenir. Je vous remercie. Merci, je clôt le conseil municipal.